Édith Piaf, de la gloire à la déchéance. Ceux qui l'ont bien connue racontent les derniers jours de la grande tragédienne de la chanson. Inédit dans un instant. Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenta. 13 Mémoire de radio, presente. Des paradis artificiels. Je sais qu'à la porte d'un bar où j'aurais bu jusqu'à l'extrême, on ramassera quelque part encore brûlé sur un brancard. Je bois quand même que sous la drogue lentement, l'extase, l'extase suprême, je m'approche implacablement. L'ombre tellement j'en prends quand même. Je sais qu'on a femme fatale dans les bras d'un amant problème. S'infiltrera l'horizon mal quand on crève au lit d'hôpital. J'aime quand même. Toujours toi, rien que toi, partout toi, 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 toi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire, obstinément tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens la fièvre sur ma peau. Après tout, je m'en fous de ce qu'on peut penser, je ne peux pas m'empêcher de crier. Tu es tout pour moi, je suis intoxiqué, et je t'aime engravé, je t'aime dans la peau. Obstinément tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens tes lèvres sur ma peau. Y a rien à faire, t'es dans la peau.
Oh non, pas toujours vous. Pardon, moi je la connais, Edith, je vais lui parler. Je vais lui refaire le coup d'autographe, hein. Non, restez assis. Alors dites-nous, nous nous retrouverons à Évian. Vous êtes de la grande semaine aussi? Oh, ce n'est pas encore tout à fait décidé. Eh bien, espérons que ça s'arrangera bientôt. De Michel Rive-Gauche, La Foule. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps, et le feu sans effort nous pousse à enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, et traînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure, et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Edith Piaf, la dernière fois que je vous ai vu chanter, c'était il y a 1 an à peu près dans un petit cinéma de province à Dieppe. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très bien. C'est un souvenir cruel. Oui, un souvenir très pénible pour moi. Oui. Je dois dire que pour moi aussi c'est un souvenir cruel, car ce jour-là j'étais arrivé à Dieppe avant vous, et dans l'après-midi, pendant que j'étais au cinéma, les spectateurs ont téléphoné à la location, parce que la rumeur, le bruit avait couru depuis Paris que vous étiez morte, Edith Piaf. Mais je ne savais pas, oui, vous me l'apprenez. Vous saviez ce qu'on disait à ce moment-là? On disait que votre tournée était une tournée suicide. C'est-à-dire que j'ai voulu aller jusqu'au bout, mais j'ai eu tort. Pourquoi voulez-vous aller jusqu'au bout? Parce que je vais toujours jusqu'au bout. De tout ce que vous faites? Oui. Est-ce que vous avez eu peur de mourir? Est-ce que vous avez pensé que vous alliez mourir à un moment donné? J'ai pensé que j'allais mourir, mais j'ai pas eu peur. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ça ne me faisait pas peur, c'était presque comme un soulagement, parce que quand j'ai pris conscience un petit peu, j'avais l'impression que je ne pourrais plus chanter. Jamais? Oui. Alors, la vie ne m'intéressait plus parce que il y a peut-être l'amour, mais je crois que l'amour sans la chanson, pour moi, ça ne peut pas aller non plus. Il faut les deux. La chanson sans l'amour non plus. Il faut les deux. Alors vous disiez, si vraiment je ne peux plus chanter, mais je crois que autant que ça soit fini. Oui.
On a aussi une impression lorsqu'on vous voit. On a l'impression que vous êtes extrêmement fragile, extrêmement vulnérable. Et dès que vous ouvrez la bouche pour chanter, vous n'êtes plus la même femme. On dirait, c'est presque physique, on dirait qu'on vous a fait une piqûre. C'est-à-dire que quand je chante, j'ai l'impression que je ne m'appartiens plus, je ne suis plus là. Je crois un état second. Oui. Oui. Vous voyez ou vous ne voyez pas pendant que vous chantez? Je ne vois pas. Vous ne voyez rien? Je ne vois pas et le moindre bruit peut tout arrêter, me faire perdre la mémoire. Je suis comme, affolée. Je voudrais vous poser une autre question. Pourquoi n'y a-t-il pas de meubles chez vous? Lorsqu'on pense à Charles Trenet ou à Maurice Chevalier, on imagine des châteaux, des piscines comme pour des magnats du Moyen-Orient. Pas chez vous, pourquoi? Pourtant, vous avez gagné beaucoup d'argent. Je ne suis pas très sensible à tout ça, ça m'est égal. Je peux vivre dans une cave, dans une petite chambre, dans un grand appartement, n'importe où, mais c'est une chose qui ne me touche pas, les meubles, les choses comme ça. L'argent non plus? Oh non, alors encore moins. Vous en avez eu beaucoup? Oui, je crois que j'en aurai toujours, mais je n'aurai jamais d'argent de côté. Et maintenant, vous allez rechanter, Edith Piaf? Oui. Vous n'avez pas peur? Si. De quoi avez-vous peur? De tout. Que les miracles ne se renouvellent pas éternellement ou... Non, ce n'est pas ça. C'est parce que ça fait 1 an que je n'ai pas chanté et que la pensée de me retrouver face à face avec mon public, ça m'impressionne. Je voudrais vous poser encore une question maintenant. Vous me dites que vous ne pouvez pas vivre sans chanter. À la clinique, à l'idée que vous pourriez ne plus chanter, vous préfériez l'idée de ne pas vivre. Mais vous ne pourrez pas chanter éternellement. Alors, je ne sais pas. Pensez que vous pourrez toujours chanter? Je ne voudrais pas mourir vieille. Alors j'espère que je mourrai avant de ne plus pouvoir chanter. On entend dire sur vous en ce moment des choses terribles. On dit que vous êtes très malade, que vous le savez, et que cette tournée que vous poursuivez en ce moment, qui tous les soirs vous mène de ville en ville, est un suicide. Ouais, enfin, je pense que ce sont des faux bruits. D'abord parce que j'avais besoin de rechanter. Si je ne chante pas, je ne vis pas. C'est ça le suicide. Et puis, on a surtout fait courir de faux bruits. C'est-à-dire qu'on a dit qu'à Maubeuge, à la 4e chanson, j'avais dû abandonner la scène, que je m'étais trouvé mal, que mon impresario avait appelé une ambulance et qu'on m'avait transporté d'urgence en clinique. Et ça n'est pas vrai? Non. Qu'est-ce qui s'est passé à Maubeuge alors? Rien du tout. C'est-à-dire si, j'ai pris froid comme tout le monde, j'ai une bonne grippe, bon. Et à la première chanson, j'ai été prise d'une canne de toux, ce qui arrive à tout le monde, à tous les chanteurs surtout en particulier. Et j'ai pris une goutte d'eau et tout s'est arrangé, quoi. Une fois de plus, Edith Piaf est revenue. Elle l'a répété comme un refrain. Ce n'est pas pour cette fois. N'ayez pas peur, ce n'est pas pour cette fois. Et chaque fois, elle s'en est tirée. On appelle cela le 6e puis le 7e miracle d'Edith Piaf. Il y en aura encore sûrement bien d'autres. Edith est revenue de sa tournée suicide. C'est à Dreux qu'elle s'écroula. Les gens qui étaient dans la salle n'oublieront jamais cette soirée. Elle chanta ses 14 chansons puis donna l'impression de se tenir sur le pont d'un bateau ivre. Elle tenta de se retenir au piano, au micro, au rideau, chancela et tomba. Après, ce fut la voiture qui l'emmena dans la nuit, la clinique, une piqûre, le sommeil et le miracle. Edith va tout à fait bien. Elle vous donne elle-même son bulletin de santé qui est en même temps un communiqué de victoire. Chers amis, je suis heureuse de vous parler car vous me manquez beaucoup. J'ai voulu livrer un match contre mes forces et je l'ai momentanément perdu. J'ai dû m'incliner, écouter mes amis qui m'ont obligé à me reposer alors que je ne songeais qu'à chanter. La chanson, c'est ma vie et je suis forcée de me taire. Mais vos messages d'amitié me parviennent nombreux et m'aident à supporter mon épreuve. Soyez sans crainte, je reviendrai bientôt, complètement remise à neuf, avec toutes mes forces, tout mon enthousiasme. Je reviendrai pour vous et je serai au rendez-vous que je vous ai fixé à l'Olympia. Je sais que vous y serez aussi et la joie de vous y retrouver me donne bien du courage.
À bientôt donc, et bonne année. Edith tiendra sa promesse. Elle sera au rendez-vous de l'Olympia. Sa robe noire flottera un peu plus sur ses épaules amaigries, mais c'est le seul souvenir qui nous restera de la grande peur qu'elle nous a faite. Elle chantera à nouveau les chansons de Marguerite Monod qui est un peu Edith Piaf et qui la connaît si bien. Pour moi, Piaf, c'est avant tout cette chose merveilleuse, c'est un être totalement libre. Et puis, chez elle, il y a le refus complet de la médiocrité, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans l'art, enfin, elle est la médiocrité, et elle le fait bien voir. Il faut aussi un grand courage pour être entièrement libre, et elle est extraordinairement courageuse. Enfin, je l'admire pour tout ça, et ça me fait l'aimer davantage. Comment Edith construit-elle avec vous une chanson d'amour? Qu'exige-t-elle et que refuse-t-elle dans ses chansons? Eh bien, elle ne veut à aucun prix chanter l'amour sur le mode ironique, parce que elle y croit, et que pour elle, l'amour, ça doit être totalement sincère, totalement vrai. Et elle dit très justement qu'on ne peut pas être une grande vedette si on ne chante pas l'amour, si on ironise sur l'amour. Le public aime entendre chanter l'amour sincère, l'amour vrai, ce qu'il a dans le secret de son cœur, et quelquefois qu'il n'ose pas avouer, mais enfin, il aime l'entendre. Comme elle le dit elle-même, il y a beaucoup d'amour dans le cœur des hommes. Elle a été très aimée parce qu'elle a un potentiel de charme extraordinaire qui attire et retient les hommes, et ça se comprend très bien. Mais comme elle est d'une lucidité assez effrayante, si elle se trouve pas devant un amour d'une authenticité totale, eh bien ça peut pas durer longtemps, c'est tout. Il y a une chanson qui pour elle sublime l'amour, c'est Hymne à l'amour, vraiment, qui avait été prophétique malheureusement, et qu'elle ne peut pas chanter certainement sans avoir toujours dans le cœur ce grand sentiment qu'elle a eu pour Marcel Cerdan, et qu'elle a toujours. Pour ce grand retour que nous attendons tous, avez-vous préparé avec elle de nouvelles chansons? Eh bien, à l'Olympia, elle aura beaucoup de chansons nouvelles, dont quelques-unes de moi. Il y en a une, entre autres, une grande chanson d'amour dont elle a écrit le très beau texte, qui s'appelle « C'est l'amour ». Je vais vous en donner la primeur au piano. Et elle chantera aussi, bien entendu, la venue au monde, c'est un vrai charme. Il y a des périodes pour les vénards, puis d'autres naissent que des cloches. Tata, c'est là qu'il s'est trouvé, il a tiré à la loterie de l'existence, la série des ceux qu'ont pas de chance, des pas beaux gosses et des paumés, des ceux qui bêtent à la cuisine, qui marchent
à côté de leurs bottines et qui doivent jamais la ramener. Tatave, tatave, il était pas gâté. Dans ces cas-là, sans hésiter, la raison commande de chercher, sans tarder une consolation. Tatave dans le piège, il est tombé, il a tiré au jeu de l'amour, une mauvaise brème, un de ces lots qui disent comme on s'aime, juste à la veille de vous doubler de ces filles ardentes et si belles que rien semble assez beau pour elles, tant on craint de les voir se tirer. Tatave, tatave, cette môme elle t'a quimpé dès qu'il connut cette souris. Tatave alla chercher le Grisby, indispensable pour la gâter. Tatave à ce truc là c'est mouillé, il a tiré sur l'employé qui faisait de l'arbif, tiré sur 2 mecs de l'arnifle qui surgissait, enfouraillé, pas pressé de mourir, les perdreaux à cette pomme ont pas fait de cadeau. Tatave sur le tas, il est tombé. Tatave, 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 il t'a repassé. Tatave, tatave, le jeu était truqué. Dans la ville inconnue, je n'aime rien. Je prends toujours des rues qui vont trop loin. D'interminables rues où je me perds, des quais, des avenues et des boulevards déserts. Puis entre deux maisons, j'entends le tintamarre d'un long train sur un pont qui s'en va quelque part. Dans la ville inconnue, soir et matin, comme ce chien perdu, je vais et je reviens. Il y a les passants qui ont l'air de vous fuir et qui n'ont pas le temps de vous faire un sourire.
la ville inconnue, quand vient la nuit, j'ai peur des murs tout nus, des murs tout gris. J'ai peur de cet hôtel au lit trop froid et du matin cruel qui me réveillera, car je voudrais dormir, dormir même le jour avec mes souvenirs d'amour. Ville inconnue, je pense à toi, mais toi te souviens-tu encore un peu de moi? Bonsoir. Si vous voulez, je vais vous parler comme je parle à mes amis, puisque vous êtes mes amis. Comme j'ai beaucoup d'imagination, je vous vois, je sais pas, il y a un monsieur, il y a une dame, il y a une petite fille, il y a une jeune fille, il y a un jeune garçon. Tout ça, ça fait partie de mes amis. Alors, je m'adresse à eux, puis je me confie un peu, je me livre un petit peu. Ça fait du bien de temps en temps de dire ce qu'on pense vraiment. Non, je ne regrette rien. Rien de tout ce qui s'est passé. Parce que ça m'a servi d'expérience pour tout. Pour pouvoir exprimer, ressentir tous les sentiments, puisque je suis passée un peu partout. Alors, je sais ce que je dis. Et quand on est passé tout à fait à côté, enfin de la mort, disons ce mot, puisqu'il n'y en a pas d'autre, quand on est passé à côté, eh bien, on apprécie tout ce que l'on avait et qu'on n'a pas apprécié à l'époque. Et on souhaite qu'une chose, c'est de les avoir à nouveau pour pouvoir en profiter pleinement. Alors, écoutez-moi bien, quoi qu'il arrive, ne regrettez jamais rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. C'est là où la légende est magnifique, et c'est là où elle est un personnage unique dans le monde de la chanson. On ne choisit pas de crier au monde « je ne regrette rien » et de disparaître. C'est Dieu ou le hasard, ça dépend des conditions que vous pouvez avoir les uns ou les autres, mais ça vous est donné. C'est pas un choix. Donc elle n'a pas eu le choix, elle n'a pas dit « je vais mourir », elle n'a pas dit « je chanterai plus, je vais une autre chanson testamentaire », non. C'est comme ça. Ça ne se prémédite pas. Édith Piaf est morte. Cette fois, il ne s'agit plus d'une rumeur ni d'une fausse nouvelle, comme c'est arrivé par le passé. Le 14 octobre 1963, la préfecture de police comptera près de 400 000 personnes massées sur les trottoirs entre le boulevard Lannes, le domicile de Piaf, et le cimetière du Père-Lachaise, où elle sera enterrée. Les gens faisaient un peu des heures et des heures pour aller se recueillir une seconde ou deux devant son cercueil. Tout Paris, les gens étaient dehors, dans la rue, c'était un enterrement national. Le boulevard Lannes était envahi, il y avait des balustrades, il y avait tout le service d'ordre, il y avait des agents de police, il y avait... Oh. Et comme il y avait une entrée par le jardin,
On a pu laisser rentrer des gens. Là, on avait mis le cercueil dans ce qui était la bibliothèque. Enfin, c'était bien les gens passaient devant le cercueil, simplement. Et il y a quelques personnes pour qui j'ai ouvert la porte et ils ont pu voir Edith une dernière fois. Ils sont pas nombreux, ceux-là. Et devant ce déploiement de police, cette foule déjà dense, le cortège en lui-même paraissait discret, malgré une assez longue file de voitures, celle de ses amis et de ses proches. Le cortège du boulevard Lannes au Père-Lachaise a été incroyable. Louis Hamad, le préfet, a été merveilleux. Il avait fait arrêter pour la circulation. On est parti du boulevard Lannes jusqu'au Père-Lachaise sans un arrêt. Tout était arrangé pour que les agents de police, tout ça, ça arrête la circulation. C'est formidable. Et alors il y avait du monde tout le long du chemin. Oh, c'était fort. Alors quand on est passé devant, oh là là, ouf. Et la foule se taisait encore, tandis que le cortège se dirigeait à pied vers la sépulture. Il y avait 4 voitures couvertes de fleurs, de gerbes, de couronnes. Il fallait jouer les coudes, hein, parce que bon, il n'était pas question de dire bah oui, je connais Edith, tout le monde disait ça. Les images qui vont suivre vont peut-être vous choquer comme nous l'avons été ce matin pendant la cérémonie. Ils étaient 40 000, répétons-le, devant la porte et ils voulaient suivre jusqu'au bout le dernier voyage de Piaf. Et cette foule, empressée, maladroite jusqu'au désordre, jusqu'à l'indécence parfois, romprait très vite les barrages de police. C'était affolant. Il y avait des gens grimpés sur les tombes, il y en avait qui étaient montés dans les arbres pour tenter de voir, je sais pas quoi, des vedettes ou des... Non, mais c'était surtout le comportement du public. Ils venaient enterrer une des leurs, en fait. Piaf, c'était une Parisienne et Paris lui a rendu son hommage. Pourquoi cette mort prématurée à 47 ans? Piaf avait-elle décidé d'abréger sa vie, de la brûler aussi vite que l'on crame une chandelle? Pourquoi pas? Elle l'avait écrit. Si je ne chante pas, je meurs. Chanter ou se détruire. Une incontrôlable course contre la mort qui commence en septembre 1960. Piaf est malade. Ses jours sont comptés. Son médecin lui interdit de remonter sur scène. Et il lui dit franchement, si vous n'arrêtez pas, vous allez mourir. À Paris, Charles Dumont compose. Il n'aime pas Edith Piaf. Elle l'a humiliée publiquement. Juste un petit chansonnier, disait-elle. Mais Piaf, même mourante, reste commercialement une valeur sûre. Si elle prend une chanson, c'est un succès garanti. À cette époque, Dumont n'est pas encore entré dans la cour de Piaf, même s'il ne rêve que d'une chose, être chanté par la diva. J'appelle mon ami Michel Vauquer, le mari de Cora Vauquer, qui était un monsieur qui avait déjà fait beaucoup de grandes chansons à succès. Et j'ai dit, Michel, écoutez, j'aimerais que vous veniez vous faire écouter une chanson. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a, les moyens techniques d'aujourd'hui. On se déplaçait pour écouter une chanson. Et donc il vient, je lui joue la chanson. Je dis, voilà, est-ce que vous voulez faire des paroles là-dessus? Il me dit, oui, ça me plaît bien. Il repart chez lui et quelques jours après, il m'appelle, il me dit, écoutez, voilà, j'ai trouvé une idée pour votre chanson. Alors, comme il avait fait une note très longue, là, au début, comme ça, j'ai mis non. Et je ne regrette rien. Et je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, je réponds à Michel Vauquer, eh bien, c'est pas terrible. Votre idée, je trouve pas que ça soit une idée bien formidable. Michel Vauquer, il ajoute en plus, en supplément au programme, il dit, comme ne vous inquiétez pas, c'est un très bon titre et c'est une chanson pour Edith Piaf. Alors, je lui dis, écoutez, alors Michel, je vous en supplie, qui vous voudrez, où vous voudrez, quand vous voudrez, j'irai en Chine si vous voulez, mais alors Piaf, vraiment, c'est pas possible. Et pourtant, un rendez-vous aura lieu. Oh, il a été maintes fois repoussé par la reine de la chanson, mais le 5 octobre 1960, Piaf va un peu mieux et accepte enfin d'entendre cette chanson, dont on lui parle depuis plusieurs semaines. La porte source, c'était une porte vitrée qui donnait dans le salon.
Et elle arrive avec une robe de chambre, bleu pâle, avec des mules roses, à pas menu, coiffée à l'époque, elle avait suivi un traitement qui lui avait fait perdre beaucoup de cheveux, donc avec les cheveux rares. Elle a pas menu, elle vient jusqu'au piano. Elle dit, vous voulez pas me jouer votre chanson? Elle dit à Michel, à moi, ne me parle pas. Alors on va au piano, et je me mets à jouer, jouez-moi votre truc. Et je joue mon truc. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi. C'était dans un quartier de la ville lumière où il fait toujours noir, où il n'y a jamais d'air. Et l'hiver comme l'été là, c'est toujours l'hiver. Elle était dans l'escalier, lui à côté d'elle, elle à côté de lui. C'était la nuit, et elle lui disait, ici il fait noir, il n'y a pas d'air. L'hiver comme l'été, c'est toujours l'hiver. Le soleil du bon Dieu ne brille pas de notre côté. Il a bien trop à faire dans les riches quartiers. Serre-moi dans tes bras, embrasse-moi, embrasse-moi longtemps, embrasse-moi plus tard. Il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Ici on crève de tout, de chaud, de froid. On gèle, on étouffe, on n'a pas d'air. Si tu cessais de m'embrasser, oh, il me semble que je mourrais étouffé. T'as 15 ans,
J'ai 15 ans, à nous deux ça fait 30. À 30 ans, on n'est plus des enfants. On a bien l'âge de travailler, on a bien celui de s'embrasser. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Embrasse-moi. Salon qui nous attend. Elle écoutait des disques de Brel. Les vieux, là j'ai pas la pendule qui marche au salon, là je sais plus. C'était triste. Enfin, là, le dernier disque que je lui ai mis, c'est son disque de son récital de Carnegie Hall. Et elle l'a écouté complètement, sans commentaire, sans rien. On l'a écouté dans le calme. Et elle m'a dit, c'est la dernière phrase qu'elle médite, du reste, elle m'a dit, on en a encore des beaux voyages à faire, ma douce. Elle espérait sans doute, elle avait de l'espoir encore de repartir, encore en tournée. Moi j'ai aussitôt téléphoné à Loulou, évidemment, à Paris, parce que pour qu'il prévienne Théo, qui tournait. Je lui ai dit, ça va très mal, elle est certainement sur le point de partir. Alors, ils m'ont dit, Loulou m'a dit, je préviens Théo, ne vous inquiétez pas, on arrive cet après-midi. Mais pensez la trouver encore en vie, je suppose. Et puis, peut-être 1h moins le quart, je ne sais plus exactement l'heure, dans ces eaux-là. On a vu que c'était fini, quoi. Et puis voilà, et puis elle est partie. Je suis allé la voir, je sentais que c'était la fin. Mais c'était vraiment un souffle, elle n'a pas eu de mouvement, de douleur, de choses comme ça. Non, elle est partie comme si elle dormait, si vous voulez. Théo Sarapo, Louis Barrier et Daniel Bonnel prennent alors une étrange décision. Ne pas faire de communiqué. Taire la mort d'Édith. Quelques heures. Le temps de ramener secrètement son corps à Paris. Ce 10 octobre 1963, Édith Piaf quitte discrètement, presque clandestinement, le sud de la France. J'ai été à l'avocat voir les bonnes sœurs qui avaient soigné Édith déjà. Et je leur ai dit, voilà ce qui se passe, elle est décédée, mais il ne faut pas que ça se sache. Il faut qu'on la ramène à Paris. Alors je me suis débrouillée pour avoir une ambulance. Les bonnes sœurs ont été très très bien. Ils m'ont dit, n'ayez pas peur, ils vous envoient des gens sûrs qui ne diront rien. On a préparé Édith, quoi. L'ambulance est arrivée vers les 8h, et alors ils sont partis pour Paris. Une traversée de la France dans l'illégalité. On va même jusqu'à placer sur Édith une fausse perfusion. Il y avait l'infirmière et Théo dans l'ambulance. Si l'ambulance avait été arrêtée en route, on aurait dit qu'elle venait de décéder pendant le transport. Il fallait qu'elle meure à Paris, Édith. C'était pas possible. C'était son désir, du reste, le plus absolu. Dans la nuit, on réveille le médecin d'Édith. Il accepte de signer un faux certificat de décès. Officiellement, Piaf est déclarée morte à 8h du matin, le 11 octobre 1963, à Paris. À Paris, il fallait recevoir tout le monde. Tino Rossi m'a parlé un long moment dans le salon, là, tout ça. Tous les amis qui arrivaient, qui voulaient encore la voir. Ceux qu'on pouvait laisser rentrer dans la chambre, ceux qu'on ne pouvait pas laisser rentrer. Et puis il y a eu les embaumeurs, elle a été embaumée, Édith. Les embaumeurs qui sont venus pour 2 Américains. Théo l'a maquillée, l'a coiffée, comme il le faisait toujours. Elle était mignonne. On lui avait mis ça, une robe de scène. Ce 11 octobre 1963 restera gravé dans les mémoires.
car à peine vient-on d'annoncer la mort d'Édith Piaf que l'on apprend celle de Jean Cocteau. Une étrange coïncidence. Deux amis, Piaf et Cocteau, qui s'admiraient l'un l'autre. Le poète avait même écrit pour Piaf une pièce de théâtre, Le bel indifférent. Et la légende raconte que c'est en apprenant la mort d'Édith que Cocteau s'est effondré. Il était très malade, sans doute, il serait peut-être mort, mais peut-être pas ce jour-là. Mais ça lui a... On lui a dit, un journaliste lui a téléphoné en disant, vous savez qu'Édith Piaf est morte. Ça lui a fait un coup épouvantable, forcément, comme quand on aime bien, quand on aime beaucoup une personne et qu'on vous annonce comme ça son décès. Édith et Jean. Qu'avaient-ils en commun, la chanteuse de rue et l'homme de lettres, si ce n'est le souci de la beauté et de la perfection, si ce n'est la souffrance et la maladie? Durant leurs dernières années, ils ont échangé une correspondance soutenue. Cocteau aimait profondément Édith. Dans une lettre, il lui avait écrit « Quand tu chantes, on dirait que tu arraches ton âme pour la dernière fois. » Ainsi Piaf a vécu, comme si chaque jour de sa vie était le dernier. Elle l'a chanté, le cri de toute une vie, un épitaphe. Ce sont des gens qui, dans le temps qui est le leur, ils vivent 10 fois ce que vivent les autres. 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Ils sont 1000 fois plus généreux, 1000 fois plus en colère, 1000 fois plus heureux, 1000 fois plus triomphants, 1000 fois plus malheureux. Dans le même temps. Donc quand ils meurent à 45 ans, 50 ans, ils ont fait le plein de vie. Et je ne regrette rien pour mille raisons, parce que maintenant, je me dis que tout sert à quelque chose, qu'il y a une raison, et qu'il faut passer par où l'on passe pour faire quelque chose d'important, enfin, ce que j'estime, moi, d'important dans ma vie. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Il vient qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie